La Ligue en question, édition date butoir des transactions, parce que oui, il n'est jamais trop tôt pour cibler les joueurs qui pourraient être échangés d'ici le 7 mars prochain. On va commencer par les 5 premières cibles: Gaston Terrien, Elias Peterson, JT Miller, Brock Nelson, John Gibson et Yanni Gourde. Gaston, je sais pas si ça va plus mal sur la patinoire ou à l'extérieur de la patinoire du côté de Vancouver. Ça va tellement mal que là, on met sur le marché essentiellement Elias Peterson, JT Miller. Est-ce que tu as déjà vécu ça, toi? Une équipe où il y a deux gars comme ça, incapables de se sentir. Et là, qui on échange? Peterson, le gars plus jeune qui coûte presque 12 millions, ou JT Miller, le gars de 31 ans? Mais je regarde la situation. C'est certain que dans une équipe de hockey, tu es 23 joueurs. Tu n'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde. Tu n'es pas obligé d'aller souper avec tout le monde, de sortir au cinéma, de faire des choses à l'extérieur. Mais quand tu es un professionnel et que tu as des contrats exorbitants, là, comme ça, là, près de 12 millions, comme dit, 6 millions, je pense que tu es obligé de t'entendre. Tu dois prouver à ton organisation qui t'a signé à long terme que tu es un joueur d'équipe, que tu es un leader, que tu es capable de passer par-dessus. Mais demande-moi pas, après le match, d'aller souper avec. Ça, c'est correct. L'autre chose, c'est je me dis que tu as la chance d'avoir deux joueurs de centre, un premier et un deuxième, qui est très rare. De ce niveau-là, c'est deux excellents joueurs de hockey qui sont pas capables de dire, écoutez les gars, asseyez-vous ici, là, on vous donne de l'argent, vous êtes payés, très bien payés. Dites-moi c'est quoi le problème, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un début à ça. Là. Quand Miller est arrivé à Vancouver, il a rencontré les joueurs. Pourquoi est-ce que c'était des rancunes par le passé parce qu'ils ont joué un contre l'autre? Je ne sais pas, mais moi, je pense que tout problème a une solution. Puis quand le DG est ferme, puis qu'il dit c'est comme ça, puis si vous ne produisez pas, ça va mal aller, bien, il y a des avertissements là-dedans. Parce que pour moi, Vancouver devrait garder les deux joueurs. C'est deux excellents joueurs de hockey. Et Gaston, je te pose la question sur Yanni Gourde. Chaque fois qu'il y a un Québécois sur le marché, on se dit, est-ce que le Canadien devrait aller chercher ce Québécois-là? Dans ce cas-là, c'est Yanni Gourde. Va devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente saison, un contrat d'un peu plus de 5 millions. Est-ce que ce serait une bonne idée pour Kent Hughes d'aller chercher un gars comme Yanni Gourde? Ben, est-ce qu'on peut attendre au moment où les joueurs autonomes vont commencer? C'est un risque. Il peut avoir un peu de la surenchère. Yannick Gourde, c'est un joueur qui dérange, c'est un joueur qui est impliqué, c'est un joueur de caractère. C'est un gars qui est établi dans la Ligue nationale. Il est apprécié dans le vestiaire. Donc, quand le moment va arriver de dire qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs autonomes, si jamais il est encore là, s'il n'a pas été échangé avant, moi, je pense qu'on pourrait tester le marché, dire qu'est-ce que tu aurais besoin, puis combien d'années tu veux pour venir à Montréal. Je pense que du côté de Yannick Gourde, il connaît un peu, c'est un joueur qui parle français, il connaît un peu ce qui se passe à Montréal, les journalistes, les taxes, sa femme, est-ce qu'elle peut s'acclimater facilement à Montréal parce que ils n'ont pas commencé leur carrière, la carrière de son mari n'a pas commencé ici, mais il ne faut pas oublier que la femme a un rôle à jouer. Moi, je pense qu'il pourrait aider. Sauf que maintenant, si tu veux le faire jouer dans les deux premiers trios, est-ce qu'il est capable de maintenir un rythme des deux premiers trios? Parce que si Slavkovski reste avec Caulfield et puis Suzuki, sur le deuxième trio, il y a peut-être une place si Newhook redevient un joueur de troisième trio. Mais sur un troisième, quatrième trio, je ne suis pas certain que tu vas payer un gars aux alentours de 5, 6, 6,5 millions à long terme pour le faire jouer sur un troisième, quatrième trio. Gaston, maintenant, on va passer dans les positions 6 à 10. D'abord, Marcus Peterson du côté de Pittsburgh. Le vétéran, Taylor Hall, de 33 ans avec les Blackhawks de Chicago. Ça va pas très bien collectivement à Chicago. Pourquoi pas échanger peut-être un gars comme Taylor Hall? Will Borgen des Rangers, qui a été impliqué, lui, dans la transaction de Capo-Caco, souvenez-vous. Rasmus Ristolainen des Flyers de Philadelphie. Et au 10e rang, David Savard. Et souvenez-vous, on a beaucoup parlé de David Savard la saison dernière, tout proche de la date butoir des transactions. Est-ce qu'on a besoin de lui pour la culture du Canadien? Même en défense, est-ce qu'on peut se permettre de laisser aller un gars comme David Savard? Deviendra joueur autonome sans compensation cette saison. Est-ce que tu penses que c'est l'année où Kent Hughes et Jeff Gorton vont échanger David Savard? Ben, dans le cas de Taylor Hall à Chicago, s'il ne fait pas l'affaire à Chicago, parce qu'ils ont des jeunes, dont Connor Bedard, comment peut-il faire l'affaire à Montréal? Ça va être un joueur qui va demander beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est dépassé? Est-ce que c'est maintenant une fin de carrière qui approche? Je lui souhaite de trouver une équipe, mais moi, si je suis Kent Hughes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de garder David Savard. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis, c'est bon pour la culture. Il est bon dans le vestiaire. Hier, après la première période du Canadien, il est passé au banc puis il parlait très fort. Puis d'après moi, c'était pas pour le dire, oubliez pas, on commande des frites, la pizza après le match, on se fait un party. Non, c'est que David Savard joue comme 6e défenseur dans le 3e duo de défenseurs, mais c'est un grand leader apprécié de tous. Ce qui est rapide, non.
Est-ce qu'il est mobile? Non. Est-ce qu'il est efficace? Oui. Il fait un travail, il a un rôle, il a une grande valeur pour le Canadien. Moi, pour moi, je garde David Savard. Et là, Pierre Lebrun a mentionné que les Oilers d'Edmonton pourraient s'intéresser à un gars comme David Savard. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment les statistiques. Tu sais, souvent, on se dit les Oilers d'Edmonton en défense, ça va pas bien. Ben, cette année, ça va bien pour les Oilers d'Edmonton, une des équipes qui accorde le moins de buts et le moins de tirs également. Imaginez avec un gars comme David Savard qui viendrait stabiliser cette défense-là. Mais imagine-toi, je l'imagine très bien parce que premièrement, c'est un grand leader. Là. Il n'a pas besoin de porter la lettre C pour parler. Je suis persuadé qu'il ne parle pas au quotidien. Mais quand il parle, on l'écoute. Est-ce que McDavid est disponible contre David Savard? Non, non, mais il serait très utile. Non, mais il serait très utile pour n'importe quelle formation parce que c'est un vrai professionnel, comme toutes les équipes aiment en avoir. On passe maintenant dans la troisième catégorie. Chris Kreider, tout d'abord, avec les Rangers de New York, qui vraisemblablement n'a pas retrouvé sa touche, va participer à la confrontation des 4 nations quand même, mais ça va pas très bien. Brendan Tanev, Trent Frederic des Bruins de Boston, Scott Laughton des Flyers de Philadelphie et Mathieu Olivier du côté des Blue Jackets de Columbus. On sait que le directeur général des Blue Jackets, Don Waddell, a rencontré quelques joueurs qui allaient devenir joueurs autonomes sans compensation. On n'a pas rencontré Mathieu Olivier. Probablement qu'on veut le garder, coûte pas cher, est en mesure de rendre de bons services aux Blue Jackets. Mais les Jackets sont un peu dans la même situation que le Canadien. On est dans le mix. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser aller un gars comme Mathieu Olivier? Écoute, présentement, à la mi-janvier, comme je te dis, on est dans le mix. 5 victoires de suite. Est-ce qu'on veut se départir de quelques joueurs? Bien, il faut regarder la situation du côté des Blue Jackets. On ne les voit pas jouer là aussi souvent que le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il est utile à l'équipe? Oui, on en entend parler, mais on ne le voit pas toujours. Moi, si je m'appelle Ken Hughes, c'est sûr que je m'informe. Pourquoi? Parce que si jamais on décidait de laisser aller Yoel Armia, peut-être que ce genre de joueur-là serait très utile aux Canadiens. On sait que Caulfield est là, Suzuki est là, Lane Hudson est là. Ils vont être à un moment donné la cible des joueurs pour les mises en échec. On va jouer solide contre eux autres. Donc, à quelque part, si un Mathieu Olivier arrive avec le Canadien de Montréal, puis qu'il est là pour les protéger, mais pour jouer aussi. Parce que maintenant, dans la nouvelle réalité de la Ligue nationale, tu peux laisser tomber les gants, mais tu dois être capable de jouer au moins sur un 3e, 4e trio. Donc, quand je regarde la situation, Mathieu Olivier m'enchante, puis il me dérangerait que je ne sois pas capable de faire une offre. L'autre gars qui m'intéresse, c'est Chris Kreider. Est-ce que Kreider serait pas pire avec Dak puis Laney à gauche? Je pense qu'il a fait sa marque ses 2 premiers trios. C'est un gars robuste, un gars rapide. Ce qui pourrait retrouver ses instincts de marqueur offensif avec 2 bons joueurs ou même avec Caulfield puis Suzuki. Donc, ça aussi, je m'en informe. Toujours, le seul problème, ça coûte combien? Puis combien de temps je peux l'avoir? Si c'est pour 1 an ou 2, ça ne vaut pas le coup. Mais si je peux l'avoir dans le cas de Mathieu Olivier pour 3-4 ans, oui. Crowder, s'il peut jouer encore 3-4 ans, oui. Mais ça à Ken Hughes à voir si les besoins de l'équipe sont aujourd'hui et à moyen terme. C'est à lui de prendre la décision. Il reste encore une autre année de contrat après cette saison pour Chris Kreider. Et c'est un gars, parlez-en à Carey Price, qui adore foncer au filet, mon cher Gaston. Ouais. On passe dans le 4e groupe maintenant, donc au 16e rang, Cody Ceci, le défenseur, l'ancien notamment des Sénateurs d'Ottawa. Dylan Cousins, 23 ans seulement, toujours sous contrat pour 5 saisons, en incluant cette saison-ci avec les Sabres de Buffalo, équipe qui ne va, encore une fois, nulle part. La reconstruction, écoute, c'est absolument terrible du côté de Buffalo. Ivan Provorov, Brendan Saad et, au 20e rang, Jake Evans. Écoute, Gaston, je te pose la question. À quel prix on doit laisser aller Jake Evans? Mais en fait, la véritable question, c'est est-ce qu'on laisse aller Jake Evans? Moi, pour ma part, non. Parce que là, dans le moment, Suzuki connaît une très bonne séquence, une très bonne saison. C'est le premier joueur de centre du Canadien de Montréal. J'ai aucun doute dans mon esprit. Avec Caulfield, ils forment un duo. Puis là, bientôt, parce que Slafkovský va apprendre à être un peu plus impliqué. Il y a 20 ans. Mais dans le cas de Jake Evans, je suis persuadé qu'on a un 3e centre. Il y a 28 ans. C'est un joueur qui peut jouer encore 4-5 ans. Maintenant, je serais très déçu d'apprendre qu'on a laissé aller Jake Evans pour 500 000 $, un peu comme Philippe Danault est parti à Los Angeles. Parce que c'est déjà arrivé. Oui, mais est-ce qu'il vaut 5 millions à Montréal? Je pense pas. Ça, c'est l'équipe qui va décider. C'est le budget de l'équipe, c'est le plafond salarial, c'est l'utilité qu'on en fait. Le seul inconvénient que je vois, c'est que c'est sa première saison
qu'il est aussi productif. Il a toujours été bon, ses mises en jeu. C'est un gars qui se donne à fond. C'est un bon professionnel. Tu ne l'entends jamais se plaindre. Il y a 10 minutes de temps de glace, 15 minutes de temps de glace. Il est content pour l'équipe. Maintenant, est-ce qu'on est capable de voir dans l'avenir s'il pourrait te donner toujours entre 10 et 15 buts par année comme 3 jeunes joueurs de centre, puis à quel prix tu veux le payer, puis combien d'années tu veux donner? Mais moi, si on me donne un choix, qu'il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas d'année en jeu, je garde Jake Evans. Ouais, Jake Evans va probablement battre son record de points et de buts cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Le 5e groupe maintenant, mon cher Gaston. Au 21e rang, on a Cal Palmieri des Islanders de New York, Nick Robertson des Maple Leafs de Toronto, le vétéran Ryan O'Reilly des Preds de Nashville, Bowen Barham, un autre jeune joueur des Sabres de Buffalo, et Michael Granlund. Est-ce qu'un gars comme Ryan O'Reilly est peut-être le joueur le plus alléchant parmi ce groupe-là? Un vétéran, un des très bons joueurs au cercle des mises en jeu dans la Ligue nationale de hockey. Encore une fois, 55% cette saison. Pour une équipe en quête de leadership, probablement le meilleur joueur dans ce groupe de joueurs-là, Gaston? Oui, tu as raison. Beaucoup de maturité, d'expérience, de vécu. Le seul problème, si tu vas chercher un gars comme Ryan O'Reilly, ça veut dire que Kirby Dach ne fait pas le travail comme joueur le deuxième centre du Canadien. O'Reilly ne va pas jouer troisième ou quatrième, il va jouer deuxième. Est-ce qu'il est capable de le faire? Oui. Mais maintenant, tu fais quoi avec Kirby Dach? Ça veut dire que tu as lancé la serviette ou que tu vas le pousser à droite ou le descendre sur un troisième trio. Écoute, s'il joue des matchs puis qu'il marque 1 ou 2 buts comme il fait dernièrement, le Canadien de Montréal va vouloir garder Kirby Dach parce que Martin Saint-Louis a mis toute sa confiance. Puis dans le moment, ça commence un petit peu à rapporter. Ça ne rapporte pas comme on voudrait, mais l'équipe gagne. Puis quand tu gagnes, ça cache beaucoup les petits bobos. Et le petit bobo, c'est que là, Kirby Dach semble être parti pour connaître une bonne fin de deuxième saison, moitié de saison. Donc, s'il marquait encore quelques buts, Ryan O'Reilly ne serait peut-être pas une proie idéale pour le Canadien, mais c'est un bon vétéran. Tu sais, je te parlais de Corey Perry. J'aimerais ça qu'un gars comme Corey Perry, Eric Stahl arriverait. Des gars qui ont gagné, mais qui savent qu'ils n'ont pas le même rôle, mais qui dans le vestiaire sont respectés, écoutés. Ça ferait du bien. Mais encore là, Kent Hughes va avoir un plan A, puis il va avoir un plan B. J'ai hâte de connaître ses intentions. Dans le moment, nous autres, on ne fait que spéculer. Exact. Et même si c'est pas Montréal, clairement, Ryan O'Reilly va faire l'affaire ailleurs dans la Ligue nationale pour une équipe peut-être qui aspire à remporter la Coupe Stanley. Petite parenthèse, Gaston, on s'en est parlé plus tôt, là. Du côté des Prédateurs de Nashville, c'est un échec absolument lamentable ce qu'on a fait cette saison. Stamkos s'amène, Marchessault s'amène. Ils ont des bonnes saisons au niveau individuel. Et collectivement, cette équipe-là, ça s'en va absolument nulle part. Ben, Alex, va pas très loin. Pardon. Amène Stamkos à Montréal, Marchessault à Montréal, puis le Canadien est même plus dans le mix des séries avec 2 joueurs vedettes. Il y aurait des bombes qui éclateraient à tous les coins de rue. Mais pour Ryan O'Reilly, si je m'appelle les Bruins de Boston, peut-être que ce gars-là pourrait faire l'affaire parce que quand tu as Zacha comme premier centre, O'Reilly pourrait facilement être un excellent joueur de centre pour les Bruins de Boston, restant de la saison et peut-être même participer aux séries. Gaston, on est à la mi-janvier seulement et j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler de transactions d'ici le 7 mars, date butoir des transactions dans la Ligue nationale de hockey. Plus ça va aller, plus on va en parler, plus les besoins vont être grands pour certaines équipes, même pour Montréal. Yes.